Hello YouTube. Alors, je recorde cette vidéo parce que en fait, j'ai eu un souci sur l'enregistrement du deuxième Sunrise avec la capture vidéo, il y a eu un souci et donc du coup, je me retrouve à enregistrer cette vidéo pour vous parce que ça m'ennuyait un petit peu que vous ayez pas la présentation sur l'Event Loop que j'ai fait, donc voilà. Je vais vous faire une présentation, donc en plus de Sunrise là que j'ai déjà fait avec donc des gens que ça a été vachement cool. Donc voilà, désolé, vous aurez pas forcément les quelques questions, les quelques échanges qu'il y a eu. Il y a eu des choses intéressantes, mais bon, tant pis. Je referai dans le futur probablement un autre sur l'Event Loop. Mais là, je vais vous faire donc peut-être un peu plus court, mais je vais essayer donc de quand même passer sur les notions que j'ai présentées. Donc au niveau de l'Event Loop Node.js. Donc voilà, je vais vous faire une petite presse. Donc le planning, qu'est-ce que je vais vous présenter là dans cet enregistrement? Je vais vous faire un petit peu l'histoire des Event Loops, des events, un petit peu voir d'où on vient. Je vais parler de Reactor Pattern qui est vraiment... c'est un terme qui est vraiment très important si vous voulez étudier un petit peu tout ce qui est Event Loop et comprendre leur fonctionnement. On va descendre dans libuv, qui est la lib que Node.js utilise, qui a été créée d'ailleurs pour Node.js, qui est l'Event Loop et qui va gérer aussi donc les I/O au niveau du système ou les threads pour aller lire des fichiers par exemple ou ce genre de choses. Et donc on aura je vais vous faire différentes présentations vis-à-vis de libuv. On reviendra un petit peu sur la partie Node.js parce que effectivement, il faut un peu séparer sur la conception même de libuv et comment Node.js implémente libuv et utilise, c'est-à-dire quels sont les différents hooks qu'ils utilisent, etc. Parce qu'il va y avoir aussi éventuellement des spécificités que je connais pas forcément toutes les spécificités non plus, mais en tout cas, on va en aborder quelques-unes. Et j'irai vraiment très rapidement, je m'attarderai pas autant que dans le Sunrise malheureusement, mais je passerai sur quelques cas de code et vous en avez par exemple un là sur la droite, quelque chose du même ordre, on reviendra un peu dessus. Mais voilà, un code et généralement vous avez souvent sur internet ce genre de petit challenge qui est devine l'ordre des logs. Et justement, on va essayer de descendre un peu dans toutes ces notions pour essayer de deviner, en tout cas avec les explications que je vous donne, essayer de creuser et deviner l'ordre des logs. Donc on y reviendra plus tard, on va pas s'attarder dessus pour le moment. Donc un peu d'histoire pour vous. La notion d'événement, event driven, event loop, en fait c'est pas nouveau et c'est des termes sur... on peut vraiment remonter jusqu'à 1985. Moi, j'avais trouvé ce truc de Xlib, mais le truc le plus marquant, ça va être VB, Visual Basic. Vraiment, le Visual Basic, la notion d'événement était omniprésente et donc, moi, je suis pas au courant, mais je sais que VB était dans les pages web à une certaine époque. J'étais beaucoup trop jeune, je pense. Mais voilà, en fait, c'est une notion qui est là quand même depuis très longtemps. Généralement, les gens ils se disent ouais, tiens, ça fait 10 ans que le truc il est là depuis Node.js, tu vois. Et les gens, c'est la hype. Non, ça fait pas. Ça fait bien plus de 30 ans. Ça fait peut-être même 40 ans maintenant. Donc c'est pas généralement d'ailleurs dans les langages, les notions, c'est pas des choses qui sont nouvelles. Elles ont été inventées bien avant les années 2000. On va avoir une seconde notion, donc c'est la seconde barre grise qui est Reactor Pattern. Alors ça, c'est un terme que j'avais découvert à l'époque au travers de mes recherches, mais qui est super important. D'ailleurs, certains d'entre vous connaissent peut-être les termes de Actor Pattern. Et donc, c'est pareil, en fait, ça va décrire des systèmes asynchrones pour gérer des problèmes de manière concurrente. Et donc, Reactor Pattern, c'est vraiment un terme qui est important parce que ça va décrire, conceptualiser vraiment des fondamentaux pour ce que va devenir nos event loops et comment sont construits généralement les mécaniques d'event loop à ce jour dans les programmes. Pas juste Node.js, ça va être vraiment de manière plus large. En tout cas, ça va être un élément historique qu'on va pouvoir utiliser pour comprendre d'où on vient et éventuellement, si vous étudiez quelque chose de moderne pour savoir, je viens d'ici et on en est arrivé à ça.
En tout cas, vous pouvez retracer un petit peu l'histoire. Et donc, on voit dans l'histoire, effectivement, il y a eu des projets qui sont qui sont peut-être pas connus pour vous là, mais bon, peut-être éventuellement, si vous êtes de ces écosystèmes, vous avez déjà peut-être vu, déjà entendu parler, mais ça c'est un peu vieux maintenant. Mais il y a eu Twisted en 2002 et Event Machine en Ruby en 2006. Et je pense que ces deux-là ont notamment servi d'inspiration et ont servi un peu de base pour justement construire des premières mécaniques d'Event Loop, etc. Donc, c'est deux projets qui sont quand même très importants, il faut les noter. Et en 2008, LibUV a été créé, donc en même temps que Node.js, puisque LibUV a été créé spécialement pour Node.js. LibUV a été créé et à partir de là, on peut voir que ce pattern, cette utilisation de l'event loop explose, probablement parce qu'il y a l'effet aussi Node.js. Vous savez, on se met à faire du back sur JavaScript avec du JavaScript, donc c'est quand même quelque chose d'assez... pour l'époque, c'est quelque chose d'incroyable. L'annonce choque un peu. Et donc, il y a tout ce qui va avec. On le voit hein, aujourd'hui. Vous qui regardez cette vidéo, vous êtes probablement au courant qu'on utilise du Node.js aujourd'hui. Vous buildez probablement votre front avec Node.js, donc comme quoi que ça a plutôt bien marché apparemment. Donc voilà, à partir de là, effectivement, il y a une multiplication des projets, même des codes bas niveau. On peut prendre par exemple Julia, ça utilise LibUV aussi. Vous avez des choses comme Vertex en Java qui va aussi implémenter justement Event Loop, bon, avec des notions un peu différentes, etc. Luvit qui est du Lua. Mais vous allez avoir tout un tas d'autres projets. On peut citer par exemple Tokyo en Rust qui est, on va dire vraiment... en fait reconstruire LibUV mais en Rust, donc évidemment quand même avec des principes qui sont éventuellement différents, qui seront éventuellement, voilà, ça sera du Rust avec tout un tas d'autres. C'est pas une copie de LibUV évidemment, mais en tout cas l'objectif est le même. Et donc voilà, historiquement, vous avez un peu cette timeline-là. Et donc voilà, donc ça je trouve important. Ça c'est cool, les gens font jamais trop d'historique là-dessus, mais c'est plutôt sympa à savoir. Et notamment si vous voulez creuser ces sujets, moi c'est un peu ce que j'ai trouvé quand quand je creusais un petit peu les trucs, je voulais savoir jusqu'à où ça remontait et est-ce qu'on pouvait tracer tout un chemin. Donc c'est pareil, mon chemin est pas forcément parfait, il manque peut-être des éléments, mais en tout cas c'est quelque chose que vous pouvez déjà utiliser pour creuser de votre côté. Alors, on va justement aborder cette notion de réacteur. Je vais essayer de vous la vulgariser parce que globalement, il y a éventuellement différents concepts qui vont se mettre dedans, mais je ne vais pas rentrer dans tout, sachant que dans mon e-book, j'ai un lien qui décrit, la première thèse, le premier document qui décrit ce réacteur. Ça pique un peu, c'est comme des thèses, hein, vous savez, c'est pas forcément des trucs super drôles à lire, c'est de la conception, c'est de l'architecture, il y a des notions un peu compliquées. Mais si je devais vous vulgariser ça, c'est ma vision à moi, c'est comme ça que j'essaye de le représenter. Concrètement, un réacteur, c'est une boucle while, quoi. En vrai, vous regarderez le code de l'IBUV, hein, c'est une boucle while avec quelques conditions if à l'intérieur, hein, je suis pas très loin de la vérité, qui va recevoir en input des événements, ce qu'on va appeler des événements, ou généralement ce qu'ils appellent aussi des requests. Alors on n'est pas au sens request HTTP, requête HTTP, hein. On est au sens vraiment, c'est vraiment un terme qu'on va utiliser. Généralement, ils combinent soit les deux, soit on va dire un événement. Par exemple, un événement, c'est lire un fichier, ouvrir une connexion sur un serveur TCP, ce genre de choses. Et donc, ça va rentrer dans notre réacteur qui est très abstrait, c'est-à-dire qu'il peut avoir différents, on le verra au sein de l'IBUV, il y a différentes phases, des choses qui se gèrent à différents endroits, mais là, de manière abstraite, c'est une boucle qui tourne, et en gros, ce qu'elle va faire, cette boucle, c'est qu'elle va prendre l'événement, elle va dire, par exemple, si c'est lire un fichier, par exemple, lire un fichier sur le file system, c'est lourd, ça peut prendre du temps, donc elle va donner ça à généralement un IO handler ou une mécanique qui va vraiment servir pour aller gérer des événements asynchrones comme lire un fichier, ouvrir, je sais pas, créer un serveur TCP, UDP, des choses comme ça, créer des connexions, etc. Et son job, ça va être de dire, tiens, prends cet événement, occupe-toi-en et moi, je vais continuer ma vie. Donc, elle continue sa vie, elle continue à exécuter éventuellement du code, par exemple du JavaScript. Et au moment où
ce manager d'événements qui traite, par exemple, avec des interfaces système, va dire « Ah bah moi, j'ai terminé de lire ce fichier. Donc, au moment où on repasse ici, il va dire « Tiens, j'ai une réponse. » Il prend la réponse et généralement, vu que tout ça, c'est des interfaces très bas niveau, la réponse, elle est représentée sous forme d'un callback. C'est un callback qu'on va appeler. En JavaScript aussi, c'est des callbacks, bien que vous pouvez écrire, par exemple, une promesse vous-même, mais en réalité, ce qu'il y a en arrière-fond, c'est un callback qui est déclenché, qui va éventuellement déclencher, vous allez peut-être l'utiliser avec une promesse, mais de manière très bas niveau, on va vraiment parler de callback. Et donc, vous avez, voilà, dans ce réacteur, vous allez avoir souvent ces mots-clés qui vont revenir. Généralement, ça va être ces mots, donc événement request. Vous allez avoir des notions de handle, parce que là, on parle d'un handler, mais en fait, il va prendre des handles. Vous allez forcément, éventuellement, avoir des threads à des moments. Et vous allez avoir des callbacks qui vont être déclenchés quand des requêtes ou des handles seront terminés. Donc ça, c'est un peu pour parler très rapidement de la partie réacteur. Vous pouvez aller, évidemment, la creuser aussi un petit peu vous-même. Je vous le conseille. En tout cas, je vous conseille de vous y attarder. Après, c'est pas nécessairement obligatoire. C'est si vraiment la notion d'event loop vous intéresse et que vous voulez devenir meilleur en event loop, mais pas juste en JavaScript. Ça peut être aussi dans d'autres langages, parce que ça, c'est une connaissance commune. Ça ne se perd pas. Alors là, on va parler un petit peu de libuv, donc le projet qui est utilisé dans Node.js pour la partie event loop et pour déléguer ces opérations à bas niveau, comme lire des fichiers ou faire des opérations TCP. Donc on a ce d'ailleurs merveilleux logo avec dinosaure, avec la licorne que je kiffe. Il est trop bien ce logo. Et vous avez le lien vers le site qui est libuv.org. Alors ça, pareil, beaucoup ne l'ont pas ouvert, mais en fait, ça peut être sympa parce qu'ils ont quand même pas mal de docs, d'architecture, etc. Et on va voir quelques schémas. J'ai récupéré le schéma suivant de leur doc. Donc justement, libuv, on va avoir plusieurs... donc pour gérer ces fameux événements, on va avoir tout un tas d'interfaces et tout un tas de choses qui vont être construites. Et dans les faits, c'est quand même très compliqué. On ne peut pas non plus résumer de manière très simple. Mais par exemple, ce qui va se passer typiquement pour des événements, pour du TCP ou pour un tas d'interactions, libuv va faire appel à une interface de votre système. Donc si vous êtes... que ce soit sur Linux, un Solaris ou un Windows, vous allez avoir différentes interfaces natives qui vont être EPOL, KQ ou Eventport, qui vont en fait s'occuper d'aller faire ce travail. En fait, c'est le système qui va aller s'occuper d'aller gérer ça parce que votre système, il est complètement capable de faire ça. Il n'a pas besoin de... Enfin, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. En fait, vous avez vraiment des API très très bas niveau au niveau du système, enfin directement, généralement natives même au système, qui sont en capacité de gérer ça. Donc libuv va aller. En fait, le travail que va faire libuv, c'est de faire en sorte que pour une méthode, je sais pas, aller lire un fichier, qui va être d'ailleurs les fichiers pour diverses raisons. Donc c'est les files I/O sont gérés dans des thread pools malheureusement. Pareil, dans la doc libuv, ils expliquent qu'ils ont des explications de pourquoi, etc. Donc, si vous voulez avoir l'explication, n'hésitez pas à aller voir. Mais il va faire en sorte d'abstraire, c'est-à-dire que n'importe quel soit le système, eh bien, vous, dans Node.js, par exemple, vous faites fs read file et vous n'êtes pas en train de vous dire, si je suis sur Linux, je gère comme ça. Si je suis sur Windows, je vais plutôt gérer comme ça. Et en fait, il va abstraire vraiment toutes ces opérations pour que ce soit plus simple. Mais encore une fois, dans les faits, libuv fait un travail qui est vraiment très technique, très compliqué. On le voit là, vous avez, ils gèrent même au niveau du TTY, donc terminal. Ils gèrent les pipes, ils gèrent du stream. Ça gère vraiment beaucoup de choses. Et donc ça, c'est beaucoup plus technique, mais vous pouvez vous y intéresser vraiment si vous vous intéressez à la notion d'event loop et comment justement cette mécanique d'event loop fonctionne dans Node.js précisément, parce que là c'est quand même très différent du navigateur. Il faut pas confondre Node.js et navigateur. Allez lire la doc libuv, c'est vraiment cool. Après le guide officiel de Node.js, évidemment, lisez le guide officiel Node.js avant d'aller descendre libuv. Enfin, faites les choses dans l'ordre. Sauf si vous êtes déjà un crack et que vous voulez passer à la partie difficile dès le début, quoi. C'est comme vous voulez. Donc, pour parler un petit peu de libuv,
Alors un truc, moi j'ai refait ce schéma-là parce que j'aime bien un petit peu segmenter en 3 couches. On va avoir la partie où vous exécutez votre code, donc c'est évidemment Node.js, mais ça va être V8 Engine aussi sur Node.js qui va exécuter le JavaScript. Vous allez avoir la partie centrale qui va être l'event loop avec ses différentes phases. Donc ça, c'est une représentation de ce que j'ai décrit déjà dans mon, qui est décrite dans le guide officiel de Node.js. Si vous lisez, si vous avez déjà lu et si vous l'avez pas lu encore, allez le lire s'il vous plaît. Où ils vont vous décrire ces différentes phases. On va y revenir juste après. Et vous avez la troisième couche, on le disait tout à l'heure, votre operating system qui va travailler, enfin en tout cas l'IBUF va travailler de manière très close avec votre operating system pour tout un ensemble d'opérations. Donc c'est important, mais les trois sont globalement séparés. Vous allez avoir vraiment, vous pouvez disséquer et étudier l'event loop, comment elle fonctionne, et on verra que le code JavaScript, lui, s'exécutera à des moments bien précis. Et après, on rentrera pas non plus comment tout ça s'emboîte parce que c'est encore quelque chose de bien précis. Mais on peut disséquer chaque partie de manière bien précise. Et donc pour arriver sur cette partie un petit peu libuvée, quoi. Donc on commence où? On commence, la première chose, c'est on commence le programme, il va récupérer la date de votre système. On va voir que c'est super important la date du système. Pourquoi? Parce que typiquement, une des premières, donc là il dit est-ce qu'il a envie? Forcément, s'il a démarré, il a envie, on y reviendra après. Mais la première opération qu'il va faire, c'est est-ce qu'il y a des timers à exécuter? Et donc là, avoir la date avant d'exécuter cette phase-là, c'est important parce que si vous avez dit je fais un set time out dans 10 millisecondes, il a besoin absolument de pouvoir comparer ça à une date. Et donc justement, quand on a commencé, il va aller récupérer la date. On y reviendra après. Mais du coup, première phase, donc les timers, c'est quoi? C'est vos set time out, set intervalles. Et on y reviendra, encore une fois, on y reviendra à ces différentes phases dans un des prochains schémas. Et il va exécuter tout un tas de phases que dans lesquelles on va redescendre. Mais la plupart de ces phases, en fait, sont utilisées en interne pour préparer des handles. Et on va parler un petit peu de ces termes-là sur le schéma d'après. Mais en fait, c'est des phases qui sont internes la plupart du temps à l'IBUV et qui vont pas, en tout cas, qui ne concernent pas vous directement le développeur, ou en tout cas, c'est pas des phases où du code JavaScript que vous allez écrire va s'exécuter. Néanmoins, on a cette phase numéro 5, qui est la poll, qui va, en fait, c'est dans cette phase-là qu'il va recevoir les demandes, donc typiquement aller lire un fichier, nouvelle connexion TCP ou ce genre de choses, c'est là-dedans qu'il va aller les traiter, mais c'est aussi là-dedans qu'il va exécuter votre code JavaScript. En tout cas, la plupart de votre code JavaScript va s'exécuter dans cette phase et il va continuer sa vie. Enfin, si on le verra juste après, on a une notion de timer, etc. Et on va en discuter plus amplement un petit peu après sur l'event loop Node.js. On va pas s'attarder dessus pour le moment. On va avoir une sixième phase qui est check handle, et dans cette phase-là, en fait, il va exécuter les set immediate. Vous avez cette chose qui s'appelle set immediate. Pareil, dans le guide Node.js, ils en parlent. On en reparlera, mais typiquement, si vous avez déjà utilisé des set immediate, c'est à ce moment-là qu'ils vont être exécutés. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on dit que on utilise des set immediate pour exécuter à une itération de l'event loop. On le verra juste après. Et vous allez avoir call, close, callback, donc là, ça va être potentiellement fermé genre s'il y a une connexion TCP qui doit être fermée, elle sera fermée dans cette phase, etc. Je rentre pas forcément trop dans le détail, mais en gros, ça va revenir, ça va reprendre le temps, ou généralement, je pense que c'est après, je me suis peut-être trompé entre les deux. Mais globalement, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance à ce niveau-là. Mais ça va récupérer le temps au niveau du système, enfin en tout cas le temps now. Ça va vérifier est-ce que l'event loop est en vie. Typiquement, s'il y a rien, s'il y a pas de timer, s'il y a pas de serveur lancé, l'event loop va se couper parce qu'elle considère qu'il y aura plus de code à exécuter. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que même si vous avez des fois, il y a des vrais cas, même si vous avez codé un code à un endroit, il faut comprendre que votre event loop, si elle considère qu'elle ne doit plus être en vie, elle va arrêter votre programme.
Donc là, j'aurais pas forcément d'exemple ce soir à vous donner, mais c'est des notions qu'on a déjà, par exemple, abordées j'avais fait une vidéo sur les timers en Node.js, vous pouvez aller la revoir. Et j'aborde, il me semble que j'aborde des notions comme ça, où justement, dans les timers, il faut faire attention parce que des fois, l'event loop, soit ne s'arrête pas, soit elle s'arrête. Alors, un nouveau schéma que j'ai produit, qui est pas forcément parfait, donc faites attention. Là, encore une fois, prenez-le avec des pincettes, mais que je travaille parce que je l'utilise pour essayer de décrire justement les termes qu'on rencontre. On parle souvent en LibUV de request et de handle. En fait, une request, ça va être quoi? Ça va être une opération avec un temps de vie court. Typiquement, une request, elle aura un callback. Ça va être une action, par exemple, une connexion à un serveur TCP. C'est-à-dire qu'une connexion, hop, ça va exécuter un callback quand c'est bon et la request finit de vivre. Alors qu'un handle, à l'inverse, c'est une opération avec une durée de vie qui est longue. Donc, typiquement, je vous prends un TCP, un serveur TCP. Vous le lancez, et généralement, vous le clôturez que soit quand vous coupez votre programme manuellement, soit à des moments clés. Par exemple, je sais pas, vous faites des tests, vous lancez un serveur TCP. À la fin de vos tests, il est clos, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vivre à travers les cycles de l'event loop sur un long moment. Et un exemple d'handle, par exemple, ça va être un exemple d'handle à prendre, c'est les timers. Un timer, par exemple, si vous faites un set intervalle ou un timed out, ça va créer un handle de type timer. Et je mets aussi, par exemple, il y a un callback. Le callback, c'est quoi? C'est forcément quand vous faites votre set timed out, vous dites dans 500 millisecondes et j'exécute ce callback. Et le callback, c'est ça. Aujourd'hui, le callback côté LibUV, c'est de dire ce timer doit être exécuté. C'est ça le callback. Il enclenche l'exécution du timer et donc qui enclenchera votre callback JavaScript, qui va exécuter votre code JavaScript que vous avez prévu d'exécuter après 500 millisecondes, par exemple. Dans le cas de tout à l'heure, on disait une request, que ce soit une connexion, par exemple, UV connectée, donc une connexion, par exemple, TCP. Le callback, c'est la session, le socket, c'est connecté au serveur TCP. Donc ou non, il y a eu une erreur, donc on renvoie une erreur. Donc le callback, soit il y a une erreur, soit il y en a pas. Et puis généralement en fait on a deux types de requests. On a ça, c'est un élément que j'ai repris de la doc, mais bon, il y a un peu des codes dans la doc, etc. Donc faut faire attention, je suis pas complètement sûr. Mais généralement il y a des requests qui peuvent s'exécuter sur des handles. Donc c'est le cas par exemple d'une connexion à un serveur TCP, c'est une connexion request d'écriture, et ils vont avoir des requests standalone qui ne passeront pas par des handles, qui vont être par exemple généralement récupérer soit des informations sur le système, ça va être vraiment des choses qui sont complètement, je pense que c'est pour ça qu'ils parlent de standalone, ça va être des choses qui sont vraiment à part et qui vont pas utiliser des handles, donc des opérations à vie longue. Et donc vous avez donc dans LibUV un peu ces deux termes, on verra que dans notre event loop ils vont revenir. Donc là, on va aborder un petit peu l'event loop Node.js avec ses différentes phases. Donc on va essayer un peu de décortiquer ce schéma. Ça peut être un petit peu, si vous êtes junior, etc., ça peut être un petit peu compliqué au début. Et je vous rassure, c'est normal. Il faut que vous lisiez absolument les guides et que peut-être même les articles de mon ebook, on verra après. Mais que vous travailliez un peu le sujet pour que ce soit plus clair avec vous, parce que c'est pas forcément instinctif dès le début, je vous rassure. Mais globalement, on commence l'event loop ici à droite. Alors ça peut être un peu, on verra tout à l'heure le truc important est à gauche, mais on commence toujours ici. Donc ça c'est important, on le verra dans les cas pratiques, c'est pas anodin. Donc il récupère le temps, il exécutera les timers. Donc intervalle, time out. Là, on peut voir qu'on a une queue de type hitmin. Hitmin, ça veut dire qu'il trie les timers en réalité par le moment auquel ils vont être exécutés. Donc c'est pour sortir, quand il sort quelque chose de la queue, c'est le timer qui devra être exécuté le plus tôt. Et il va pouvoir utiliser ça aussi pour savoir, pour sortir efficacement de la queue les différents timers et ne pas en sortir plus que nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin, s'il y a 3000 timers, il n'a pas besoin de parcourir les 3000, il va sortir les plus récents. Et si le dernier n'est pas autant now, en fait il arrête, il continue. On va avoir deux phases qui sont pending IO callback et idle prepare handle. Alors ces phases-là, elles sont internes à LibUV.
libUV. Donc on s'y intéresse pas forcément. Mais leur position, par exemple, la préparation du idle et prépare, elle est vraiment importante. Elle est avant cette phase-là, et donc ça a vraiment des impacts qui sont importants. Mais typiquement, ce qui va se passer, donc on va dire que c'est de l'interne pour le moment. Voilà, les guides les décrivent, mais on va pas forcément beaucoup s'attarder dessus pour le moment. Et là, on va passer à la phase de Paul. On va revenir un petit peu sur le time out après. Mais en gros, c'est ici qu'il va recevoir donc les demandes. Donc, quand on parle d'IO request, ça peut être aller lire un fichier, ça peut être déclarer un timer, ce genre de choses, une connexion TCP. Si on n'est pas dans cette phase-là, à se mettre dans une queue en attendant d'être traité, mais dès qu'on arrive dans cette phase, ça va tout déqueue de manière synchrone, donc aller traiter toutes les opérations, aller exécuter votre code JavaScript qui a à exécuter aussi. Et pour venir sur l'histoire de timeout, en fait, ce qui se passe, c'est que d'ailleurs la doc libUV en parle, en gros, on va définir combien de temps on va rester dans cette phase-là. Donc, typiquement, je vous donne un exemple. Si on a un timer dans 50 millisecondes, et ce timer va essayer de dire « Ah, il faut que je quitte cette phase au moins avant 50 millisecondes. » Pour pouvoir essayer d'atteindre la phase de timer, si vous avez demandé 50 millisecondes, pour essayer d'exécuter votre callback, plus ou moins de garantir son exécution à 50 millisecondes ou un peu plus, parce qu'on verra en Node.js, malheureusement, enfin même dans le navigateur, vos timers s'exécutent pas de manière précise. C'est pas parce que vous demandez 50 millisecondes qu'il sera exécuté parfaitement à 50 millisecondes. On vous donne pas cette garantie. On exécutera au mieux à 50 millisecondes ou après. Généralement, vous avez un décalage souvent de quelques millisecondes, donc d'une milliseconde ou d'un peu plus, mais vous n'avez pas de garantie en fonction de ce qui se passe dans l'event loop. Ça peut décaler. Si l'event loop elle est bloquée, par exemple, elle est complètement bloquée par du JavaScript, ça va décaler évidemment votre timer aussi en conséquence. Donc il faut faire attention. Vous n'avez pas non plus de garantie. Ça va vraiment, et c'est pour ça que c'est important d'ailleurs de ne pas bloquer votre loop avec du JavaScript, parce que sinon vous allez retarder tout un tas de choses qui devraient arriver à certains moments. Et donc ce time out, par exemple, s'il n'y a rien à faire, si votre loop, par exemple, vous avez déclaré un set intervalle à exécuter tous les 3 heures, et votre event loop, elle va rien faire, elle va rester dans cette phase, elle va définir que le time out c'est infinity, elle va attendre dans cette phase-là jusqu'à ce qu'elle ait quelque chose de nouveau à faire, qu'elle ait reçu une nouvelle request ou quelque chose, ou qu'elle ait un nouveau timer à exécuter. Mais voilà, potentiellement son timeout peut être infinity, qui est je reste ici puis je fais ma vie, quoi. J'arrête de tourner, j'arrête de prendre j'arrête de consommer des ressources et j'attends là où je suis. Si quelque chose à faire, elle va continuer sa petite vie et elle va faire de la phase, donc à rentrer dans la phase qui s'appelle check handle. Et dans cette phase-là, notamment, ça parlera à quelques développeurs, on a les set immediate. Et donc généralement, à partir de là, on dit qu'en fait, on a fait un tour de l'event loop. C'est-à-dire que là, si on a commencé ici, on n'a pas fait un tour complet, mais à chaque fois qu'on passe par cette phase-là, on a fait un tour de l'event loop. Et donc, quand on utilise set immediate, ce qui est cool, set immediate, c'est qu'on peut déclarer un code à exécuter après cette fameuse-là où on reçoit justement toutes les demandes et on exécute en temps normal tout le code. Donc, ça peut être vraiment utile, par exemple, si vous développez un webhook, par exemple, vous recevez une requête HTTP, vous avez envie de répondre directement, et d'exécuter votre code plus tard, parce que généralement les webhooks, après 500 millisecondes, ils vont vous dire non, ça time out. Donc vous avez envie de répondre la requête HTTP, vous dites j'acknowledge que j'ai reçu cette demande-là, et on exécute le code après. Enfin, c'est un exemple, ça peut être utilisé, les sets immédiates, ça peut être utile aussi si vous faites de l'event emitter, pour dire vous déclenchez un événement, je le déclenche après, comme ça je suis sûr que je peux par exemple déclarer cet objet, initialiser mes listeners dessus, et je vais bien recevoir mes événements. C'est des exemples que je vous donne, mais il y a plein de situations et plein de cas concrets où on peut utiliser des sets immediate. Et on continuera, on ira dans des phases close handle, ça va close donc encore une fois des handles, donc par exemple un TCP serveur, etc. Et donc la position est là aussi importante, parce que après on détectera est-ce que l'event loop est encore en vie, sinon on arrête l'event loop. Et donc voilà, donc globalement ce schéma, il peut nous servir à nous visualiser les différentes phases d'exécution de notre event loop.
On a un petit truc entre chaque phase aussi qui s'installe entre chaque petite phase. Ça va être l'exécution d'une phase qui s'appelle next tick et microtask. Et microtask, c'est super important parce que microtask, en fait, c'est vos promesses. Quand vous faites des async await ou des points zen sur des promesses, et ça, en fait, le résultat du point zen après await, en tout cas l'exécution va se faire dans la microtask. Et donc ça, c'est aussi important à savoir. C'est un peu moins... en tout cas, c'est déjà important à savoir parce que si vous déclarez 3000 promesses, vous allez avoir des problèmes de performance, clairement. Surtout si c'est pour rien. Si c'est pour traiter de l'insynchrone, du synchrone, vous allez allouer de la mémoire, faire en sorte que votre event loop soit... boucle là-dessus à chaque fois alors que ça ne sert à rien. Donc, c'est déjà très important en termes de performance à savoir. Et la partie next tick, on n'en parle pas trop. C'est pareil, c'est des cas. La doc en parle un petit peu. Il peut y avoir il y a toujours des situations dans lesquelles on peut utiliser ça, notamment peut-être pour exécuter quelque chose avant la résolution d'une promesse. Donc voilà. Donc c'est des choses qu'on peut utiliser, mais ça va être beaucoup plus réservé soit à des cas très spécifiques, soit à des développeurs plus expérimentés. Etc. Mais ça peut être des choses intéressantes. C'est vraiment intéressant de creuser parce que vous pouvez, dans ces situations-là, si vous travaillez dans des cas spécifiques ou sur une librairie ou quelque chose comme ça, ça peut être intéressant. Et on a une seule petite exception qu'on verra, c'est qu'en ESM, il faut, au lancement de la résolution des modules, en fait, il faut inverser les deux. C'est-à-dire que la microtask arrive avant le next tick. Donc ça, c'est des petites exceptions aussi, qui sont pas forcément nécessairement ultra importantes, mais si vous travaillez en ESM ou des choses qui sont liées justement au loading des modules, c'est super. C'est quand même très très important à savoir parce que c'est une spécificité qui a un impact assez important quand même. Je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas, je le précise là en avance avant de partir un petit peu sur la phase pratique, que je vais écourter un petit peu parce que du coup moi ça fait déjà plus de 3 heures et la deuxième fois que je réexplique tout ça évidemment. Mais n'hésitez pas à aller voir mon e-book. J'ai beaucoup de liens à l'intérieur, beaucoup d'explications. Je suis pas forcément le meilleur pour vous expliquer. J'essaie de vous présenter des choses, mais c'est aussi bien d'aller relire les articles. Et notamment, j'ai mis le lien vers le guide officiel de Node.js, etc. Et donc ça, je pense que c'est important. Au minimum, ça reste une ressource officielle et qui est très importante. Donc n'hésitez pas. Vous voyez, ici, on va parler de set immediate, time out. On parlera aussi du process next tick. Donc c'est une documentation qui est très importante. Donc je vous le dis déjà à l'avance. N'hésitez pas à aller voir l'e-book, il y a des talks, il y a des choses aussi comme ça. Donc voilà, profitez des liens qui sont à l'intérieur. Je vous le dis maintenant. Alors, petit cas pratique. Un des premiers trucs déjà que je remarque, donc là, on peut réfléchir par exemple dans quel ordre cette fonction va s'exécuter. Donc moi, je vous le dis instantanément. Une chose que la plupart du temps, généralement les juniors ou les gens qui s'y connaissent pas trop vont dire C en premier, puis B, puis A. Enfin, ils vont un peu, voilà, parce que là, il y a une syntaxe un peu particulière avec la fonction qui est passée directement comme ça. Mais généralement, ça va être le cheminement logique qui vont se faire. Parce que effectivement, ils ont ce mot-clé async ici et ils se disent, si c'est asynchrone, forcément, soit c'est peut-être dans un thread ou ça s'exécute en parallèle, mais non, c'est complètement faux. N'oubliez jamais que JavaScript s'exécute de manière complètement synchrone. Bien que dans les faits, V8 a des threads, il y a des choses, mais votre code, lui, il n'y a pas de notion de parallélisme, il n'y a pas de notion de thread qui vont exécuter vos codes en parallèle, ça, sauf si vous les créez vous-même, évidemment, des threads à la main, mais vous n'allez pas avoir de base ces notions-là. Alors là, ce qui va se passer, c'est que ça va loguer B en premier, ça va loguer C en deuxième et loguer A ensuite. Donc, je peux ouvrir mon terminal par exemple et on va faire un node 01, hop. Donc voilà, on a B, C, A. Donc B, C, A. Et donc effectivement, quand on exécute notre fonction foo, et ça j'en parlais dans ma vidéo qui s'appelle Jaeger versus Lazy, les promesses
pas promise parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Les promesses s'exécutent de manière synchrone. Donc là, vous allez avoir B en premier. Là, le A va passer du coup. À quel moment on le console log? Et ben en fait, il sera console log dans la phase microtask. Si on revient à mon schéma, revenons à mon schéma. Donc entre chaque bulle, on va exécuter à chaque fois ces deux queues là. On va déplier ces deux queues là et on a notamment cette phase des microtasks. Et donc, forcément, on va exécuter ça donc bien plus tard que B et C qui sont du code qui est synchrone, qui seront exécutés instantanément. Et donc voilà, on se retrouvera donc à exécuter ça dans cet ordre-là. Mais c'est important du coup de retenir que même si vous mettez un await, quelque chose, un timeout, la version old school. Si vous voulez, on va pas faire ça version old school, on va faire ça version cool kid, Node, FS, non. Trop l'habitude d'utiliser l'API FS. Voilà, on va utiliser l'API promesse directement et on va lui dire 100 millisecondes. Et là, on va faire console log D, par exemple. Et du coup, là, forcément, on aura toujours B, C, puis D 100 millisecondes après, puis A. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que là, à votre wait, en fait, l'event loop a continué à faire son boulot puisqu'elle a déclaré un handle de type timer. Donc, il y a un nouveau timer. L'event loop, elle continue sa vie. Elle revient dans cette phase-là. Elle dit, bon, j'ai 100 millisecondes pour me dorer la pilule parce que y a rien, parce qu'il y a rien, en fait. Le seul truc qu'elle a à faire, en fait, quand elle est arrivée sur ce wait, c'est d'aller exécuter ce fameux console log, d'aller définir le point zen console log et puis d'aller exécuter C. Mais en fait, elle se dort la pilule pendant 100 milli. Et après ces 100 milli, elle résume l'exécution de votre fonction asynchrone. Et puis elle va aller exécuter D, puis réexécuter donc forcément ce fameux point zen qui va s'exécuter uniquement quand la promesse foo va être résolue, donc avec cette valeur de A. Donc ça, c'est des notions. Jasnel et Matteo Collina en parlent ils ont un workshop qui s'appelle Broken Promise, qui est vachement cool et qui rentre justement dans ces comportements de promesses. Et ça, malheureusement, beaucoup de développeurs ne maîtrisent pas. Et notamment éviter les memory leaks en les catchant ou ce genre de choses. Mais ça, c'est vraiment important si vous voulez faire de l'optimisation. Enfin, quand je dis de l'optimisation, parce qu'il y en a qui vont se dire ah ouais, elle veut faire de l'opti de ouf. Non, c'est vraiment faire en sorte de faire des codes qui vont pas consommer 40 gigaoctets de mémoire parce que vous avez déclaré 3000 promesses pour rien. Donc ça, c'est vraiment de la base et malheureusement, beaucoup de développeurs par exemple, vont utiliser une promesse pour résoudre le résultat de 5 plus 5. Ça n'a aucun intérêt. C'est une opération synchrone, n'a pas besoin d'une promesse. Quand vous faites ça, vous êtes en train de queue des promesses en mémoire qui vont s'exécuter à des moments, donc couper le fonctionnement correct de votre event loop. Et donc forcément, si vous en déclarez des centaines, des milliers, ça va avoir un impact très très négatif. Donc pour parler un petit peu cette microtask, pour venir, on a aussi cette fameuse méthode qui existe dans le navigateur et dans Node.js, il me semble. Enfin, dans Node.js, c'est sûr, mais dans le navigateur, il me semble aussi. Et en fait, on peut mettre des éléments dans cette microtask nous-mêmes. Donc typiquement, on prend un exemple d'une promesse. Donc c'est comme async await, ça va exécuter, il n'y a pas de piège dans celui-là. Ça va exécuter A en premier, puis D, mais D, on va l'enlever... C'était pour un autre exemple que j'ai fait. On a A en premier, mais en fait, on va avoir B, puis C. Donc là, il n'y a pas de piège. Parce qu'en fait, on va lui dire, tu rajoutes ce callback à exécuter dans la queue des microtasks. Et donc, ce qui va faire que forcément, le resolve C va se mettre en second, puisqu'il va queue en second dans la microtask. Et donc, on peut ajouter des événements nous-mêmes dans cette microtask. Donc là, je vais exécuter le code pour vous prouver, parce qu'on ne sait jamais. Je suis pas un menteur. On va bien avoir A, puis B, puis C, en termes d'exécution. Voilà, on va prendre notre deuxième exemple. Donc là, on est un peu dans un jeu des
qui s'exécute, à quel moment, en fonction, si on fait un timer ou est-ce qu'on fait un immediate. Et donc, un élément qu'on peut direct ressortir, en tout cas dans cet exemple-là, ce qui va se passer, c'est que vu qu'on commence l'event loop ici, on a la phase des timers qui est en premier. Donc, il y a fort à parier que du coup, la première chose qui va être exécutée, c'est le timeout. Si j'ai bonne mémoire, il me semble que c'est ça. On sait qu'entre chaque phase, on va avoir le next tick et le micro-task qui est exécuté, sauf pour ESM où c'est l'inverse, mais on n'est pas en ESM, on est en CommonJS ici. Donc, je me dis, on va avoir next tick, puis micro-task. Puis, on aura immediate, qui est écrit... pas immediate, j'ai dû faire l'erreur un peu partout en plus. Qui va s'exécuter en dernier. Pourquoi ? Parce que la phase où on regarde immediate, elle est ici en fait. Donc ça va tourner comme ça, boum 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 boum, et on va arriver sur le immediate à ce moment-là. Et donc c'est super. Enfin, ça vous permet vraiment de comprendre un petit peu en fonction des méthodes que vous utilisez ou du code que vous faites que les choses vont s'exécuter un peu à différents timings. Et d'ailleurs là je me suis trompé, vous voyez. En fait, la phase, ça s'exécute donc avant la phase des timers. Ici, en tout cas. Donc là, on a bien next tick, micro-task qui se suivent. On a évidemment donc les time-out de la phase des timers et les immediate. Donc, on va prendre un autre exemple qui est le même, mais à la différence. Et donc ça, c'est pareil. Je reprends un petit peu du workshop proposé par Jasnel et Matteo. Si on exécute ce même code, et on va reprendre parce que immediate, voilà, on va faire la correction ici aussi, tac. Si cette fois-ci on exécute ces codes-là dans un read file, qu'est-ce qui se passe ? Le problème du read file, c'est qu'on a déjà lancé l'event loop, donc l'event loop nous a répondu avec une réponse de ce fichier. Donc l'event loop, elle a déjà commencé. Donc ce qui se passe, c'est qu'on est probablement déjà arrivé au niveau de cette phase-là. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, donc, encore une fois, next tick, micro-task. Sauf que cette fois-ci, on aura immediate et timeout, pas l'inverse, parce que, vu qu'on se trouve déjà là, on va passer dans immediate et on va continuer jusqu'à arriver à timer. Donc là, on va vérifier. Parce que vous savez, je suis jamais trop, moi-même, des fois, je suis pas confiant. Next tick, micro-task, immediate, timeout. Voilà, donc comme je vous l'ai expliqué. Et on va avoir un cas où on le disait tout à l'heure, on a le cas ESM. Donc ECMAScript module, vous savez, c'est import, export, ce genre de choses. Donc c'est pas les require, etc. Require, c'est CommonJS module.export. Donc voilà, il faut distinguer les deux. Et au démarrage avec de l'ESM, ce qui va se passer, c'est qu'on avait vu que la queue microtask, elle arrive avant le next tick. Donc ce qui fait qu'on aura microtask, next tick. Et en fait ici, c'est aussi marrant parce que puisque au moment de la résolution des modules, vu que c'est exécuté dans une promesse, notre event loop, elle est déjà démarrée. Donc ce qui fait qu'on aura encore une fois, encore avec mon super texte qui n'est pas corrigé, on aura immediate puis timeout. Donc en fait, on aura microtask, next tick, immediate, timeout. Mais voilà, bon, c'est pas. Encore une fois, vous stressez pas, c'est pas forcément très grave. Encore là, on utilise des méthodes. Typiquement, QMicroTask, depuis que je fais du Node.js, je l'ai utilisé une seule fois, il me le semble. Une fois en 8 ans, 8-9 ans, j'arrive plus à savoir maintenant depuis combien d'années je fais du Node, ça fait bientôt une décennie. Donc il y a très très peu de situations next tick quelquefois et set immediate quand même il y a beaucoup d'occasions. Set immediate c'est très intéressant de s'y intéresser, enfin que ce soit next tick et set immediate, moi j'utilise par bonne pratique beaucoup plus. D'ailleurs le doc de Node.js vous demande d'utiliser set immediate par bonne pratique. Mais vous pouvez avoir des cas, en fait ces deux-là, queue, microtask et next tick, vous stressez pas, généralement c'est quand vous êtes vraiment dans des cas très précis. Typiquement, ça peut être utile, utiliser un next tick si vous voulez coupler, peut-être exécuter quelque chose avant la résolution d'une promesse. C'est un exemple. Vous pouvez avoir des cas comme ça où c'est intéressant.
Et donc voilà, donc rentrer un peu plus dans cette théorie de l'event loop, bah c'est super cool parce que vous allez vous offrir des compétences en plus, enfin une compréhension bien plus avancée de vos programmes. Vous allez pouvoir, donc quand je dis les optimiser vos programmes, c'est pas sous-entendu faire des perfs en O1 ou je ne sais quoi, enfin sortir des algorithmes en O1, c'est pas le sujet. Le sujet c'est garantir les performances de votre programme au minimum, c'est-à-dire que ne pas être bête et faire un programme qui va consommer toute la mémoire de la machine parce que vous n'avez pas compris comment JavaScript fonctionne ou comment Node.js fonctionne. Donc c'est vraiment acquérir les bases qui vont faire de vous un bon développeur sur Node.js évidemment. Mais tout ça, voilà, c'est des compétences que vous allez pouvoir réappliquer. Moi, typiquement, depuis que j'ai appris tout ça, je m'intéresse à beaucoup d'autres. Je regarde aussi d'autres systèmes où il y a des mécaniques d'event loop et en fait, ironiquement, ils utilisent les mêmes vocabulaires, les mêmes concepts et donc je comprends en fait. C'est assez clair pour moi et donc ça c'est vachement cool. Euh, donc voilà, je vous recommande de creuser ça, aller lire les docs, vous y intéresser parce qu'une fois que vous allez un peu mieux maîtriser ces timings sans rentrer dans le par cœur. Ça sert à rien d'apprendre toutes ces phases par cœur, etc. Mais vous voyez, comprendre que les timers, ça s'exécute là, que vous avez une phase ici. Par exemple, avec cette notion de time out qui explique pourquoi on a des timers qui driftent, par exemple. Ça, c'est des gens, si vous posez la question pourquoi votre timer, c'est si vous avez déjà fait un console log et vous avez remarqué que votre date, elle se décale toujours, par exemple dans un certain intervalle, c'est la raison en fait. Hein. C'est parce que vous avez du code, vous exécutez du code JavaScript qui va bloquer l'event loop pendant 1 milliseconde et que ça va combiner à ce time out et à d'autres paramètres, ça va faire que le timer va drifter. Donc l'event loop essaye de toujours conserver un minimum d'exécuter au mieux dans vos timers, mais c'est pas tout le temps le cas. Et donc voilà, donc étudier tout ça, le set immediate, il y a des vrais il y a des vrais cas où c'est utile. Je vous en parlais tout à l'heure, les event emitters ou ce genre de choses-là. Moi, je pourrais même... Il y a même des codes où garantir l'ordre d'exécution, par exemple, de certaines choses. Je pourrais vous prendre, par exemple, j'ai un code assez intéressant qui est utilisé, par exemple, sur mon package mutex. Je vais exécuter un événement free qui est un événement synchrone, mais cet événement synchrone va déclencher un événement sur ma classe mutex. Sauf qu'ici, je fais un await once de la lib event, sauf que je veux absolument, si je déclenche quelque chose de synchrone, je vais pas catcher mon événement ici. Donc là, je suis obligé d'utiliser un set immediate. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça peut être pour des cas de webhook ou des choses comme ça. Je dois même pouvoir, vous voyez, sans vous vendre du code métier. Non, vous voyez, je me gourre. Hop. Hop. Sans vous vendre du code métier, voilà, tac, hop. Mais je suis quasiment sûr, voilà, que si on regarde un contrôleur, voilà, exactement, dans l'extract, donc ça, c'est un webhook. On va déclarer une classe qui va aller faire la vérification, donc les validations, etc. Et dans le set immediate, on va lancer le traitement et on va répondre directement au webhook très rapidement pour lui dire j'acknowledge ta demande, il n'y a pas eu de problème, le body a été validé, tout est correct, les entêtes HTTP sont correctes, tout était OK. Donc on acknowledge ton webhook. On l'a bien reçu et on démarre le traitement plus tard. C'est-à-dire qu'après, si ça échoue chez nous, c'est un problème. Il est chez nous le problème. C'est-à-dire qu'on va pas faire attendre parce que la mécanique ce qui envoie le webhook n'a pas le temps d'attendre. Hein. Généralement, je vous le disais tout à l'heure, après 500 millisecondes ou 1 seconde, ils considèrent que ça a time out parce que c'est pas leur problème que vous n'ayez pas réussi à traiter la demande de votre côté, quoi. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation d'immediate en plus. Mais vous avez tout un tas d'exemples qui sont complètement valides, quoi. Donc voilà, cette record a fait déjà quasiment 50 minutes si je ne m'abuse.
Désolé, il n'y a pas forcément eu toutes les discussions qu'on a eues dans le Sunrise. C'est dommage, on a quand même abordé des choses intéressantes, mais on y reviendra une prochaine fois. Je ferai attention à ne pas me tromper sur la record pour la troisième fois, c'est les choses qui arrivent. Mais voilà, j'espère que quand même à travers cette vidéo, j'aurais quand même réussi à vous refiler les quelques éléments que je voulais expliquer, puisque ça fait très longtemps que j'ai pas fait j'ai pas fait de talk ou j'ai pas présenté oralement ce boulot-là et je voulais vraiment le faire. Et donc je voulais pas rater cette occasion de mettre quelque chose sur YouTube. Voilà. N'hésitez pas. Du coup, n'hésitez pas à aller voir mon ebook. N'hésitez pas à mettre une étoile si vous l'avez pas encore fait, parce que c'est toujours cool d'avoir pour mettre en avant mon boulot, etc. Et voilà, au prochain Sunrise dans une semaine, on va probablement parler de JavaScript encore une fois. Et voilà. Ciao.